Le président Barack Obama a annoncé hier la rééligibilité de Madagascar dans l'AGOA. 50% des entreprises franches qui ont dû mettre la clé sous la porte en 2009 suite à la suspension de l'AGOA ont déjà repris leurs activités. L'invasion acridienne n'est plus une menace. 26 millions de dollars en tout ont été alloués pour la mise en œuvre du programme de lutte anti-acridienne. L'affaire de l'enlèvement des 3 adolescents israéliens. Les autorités israéliennes ont révélé l'identité des 2 suspects, arrêtés et membres du Hamas selon les autorités. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une des actualités ce jour, le président Barack Obama a annoncé hier la rééligibilité de Madagascar dans l'African Growth and Opportunity Act ou AGOA. Prévu prendre fin en 2015, des lobbyings sont en cours afin d'étendre de 5 à 10 ans l'AGOA. Une proposition sera présentée lors du sommet des États africains d'après le GEFP. Hilda Asnzo. 50% des entreprises franches qui ont dû fermer en 2009 suite à la suspension de l'AGOA ont déjà repris leurs activités. La rééligibilité de Madagascar à l'AGOA garantira la redynamisation du secteur privé, une décision très attendue depuis le retour à l'ordre constitutionnel. En ce moment, au sein du GFP, nous allons essayer, de concert avec le secteur public, de faire revenir les investisseurs qui étaient partis durant la suspension de l'AGOA afin de générer beaucoup plus d'emplois qui rentrent dans le cadre donc, de la politique générale de l'État. Le GFP pourrait apporter sa part de brique en ce sens. L'exportation de textiles aux États-Unis a rapporté 238 millions de dollars dans les caisses de l'État en 2009. Le but est maintenant de maximiser les chiffres. La réintégration dans l'AGOA devrait générer 100 000 emplois. Prévu prendre fin en 2015, des négociations sont actuellement en cours afin d'étendre encore de 5 à 10 ans la durée du contrat. Les résolutions qui ont été prises durant le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo cette semaine, ils ont mis dans leur résolution en vue de l'extension de l'AGOA, en vue pour être présenté aux autorités américaines pour le prochain sommet US-Afrique qui aura lieu au mois d'août de cette année. 4000 produits de Madagascar intéressent les consommateurs américains. Il s'agit notamment des produits artisanaux dans le travail des peaux, les condiments, les grains secs, les accessoires de mode et tant d'autres. L'AGOA constitue une aubaine pour faire pencher en faveur de Madagascar la balance commerciale avec les États-Unis. Air Madagascar devra multiplier ses efforts afin d'être rayée de la liste B, la liste de l'Union européenne. Elle devra se conformer aux recommandations de TOA. La compagnie aérienne de l'opérateur Mamravatumang, quant à elle, a obtenu une dérogation. Un document autorise la reprise de ses activités. La recertification de toutes les compagnies aériennes est une des recommandations de l'OACA pour la mise en conformité réglementaire, une condition indispensable pour faire sortir Madagascar de la liste B de l'Union européenne.
2 compagnies aériennes détiennent à ce jour leur certification, à savoir Air Madagascar et MTA. D'autres aspects devront également être ajustés. La sortie de l'annexe B est conditionnée par plusieurs choses. Donc effectivement, la mise en conformité réglementaire, dont la recertification est une des exigences, mais elle n'est pas la seule. Pour pouvoir sortir donc de l'annexe B, il faut également que la compagnie aérienne résolve un certain nombre de problèmes qui ont pu être soulevés par l'Union européenne. À part cela, les critiques de l'OACIA et de l'Union européenne se sont portées sur la nécessité de renforcer les capacités de l'ACM. Des actions sont menées actuellement afin d'atteindre cet objectif. Un des volets importants de ces conditions, c'est le développement des ressources humaines qualifiées pour effectuer justement ces travaux, ces activités de surveillance et de certification. Nous avons lancé des actions à la fois de court terme mais également de long terme pour permettre à l'ACM de disposer dorénavant de l'effectif nécessaire pour pouvoir effectuer ces travaux de certification et de surveillance. La résolution des problèmes soulevés lors de l'audit de l'Union européenne déterminera le sort de la compagnie aérienne Air Madagascar. Toujours inscrits dans la liste B, les 2 Airbus Air Madagascar ne peuvent survoler le ciel de l'Union européenne. Le président Irazon Armapian s'est envolé vers le Vatican ce matin. D'après les informations recueillies, il a obtenu une invitation officielle du pape. La visite officielle est prévue demain. Le teneur de la rencontre n'est pas encore été communiqué. Petra Koutnian n'est plus présidente de la délégation spéciale de Fianarantsoa. Madame Arlalena Irma Juliandre lui succède comme maire désignée de la capitale de l'ex-province de Fianarantsoa. Le héros des événements 2002 aux côtés de Ravalmanan, puis de 2009 aux côtés de Andradzuil, le président du Tambadjora a été le PDS le plus contesté de l'histoire de Madagascar. Petra Koutnian a déjà annoncé qu'il se portera candidat à la prochaine élection communale. Le financement des élections communales n'est pas un problème, affirme l'Union européenne, mais il faut largement toiletter un grand nombre de textes de loi électorales portant sur les collectivités décentralisées. C'est l'une des conditions pour le financement des municipales ou des partielles à travers le PASEM. Or, le Parlement va bientôt clore sa session ordinaire. Ermirin Rabari. Rien n'a été fait ni au niveau du gouvernement ni au niveau du Parlement alors qu'il y a urgence. L'Union européenne a rappelé que des lois doivent être l'objet d'un sérieux toilettage pour rendre les municipales et législatives partielles crédibles aux yeux de la communauté internationale. Au bout des 2 mois de la session ordinaire, ni le gouvernement ni le Parlement ne se sont pas attelés à ces urgences. Les propositions des projets de loi déposés par le VPM Malagas Miadamieng de Yaz Anjianenarville sur les collectivités et les élections ont été déposés il y a 1 mois et ils ne seront discutés que lundi. Normalement, ces législations doivent être adoptées le 21 juin dernier. Pourtant, jusqu'ici, ces lois ne sont pas encore dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Pour le VPM Malagas Miadamieng, les propositions de loi concernant les élections communales ont été déposées le 19 juin dernier. D'après l'Union européenne, l'adoption des lois régissant les élections doit être faite le plus rapidement possible. La première question qui doit être réglée, c'est le cadre législatif pour les élections communales. Et ça, c'est le travail évidemment du gouvernement. Il faut aussi des contributions et un budget par le gouvernement, parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est une contribution à ce cycle. Alors nous sommes là. Ce n'est pas à nous à prendre l'initiative. C'est au gouvernement d'abord pour régler, pour
fixer toutes les règles et la législation nécessaire pour les communales. Ce n'est pas une question de finances. L'Union européenne a constaté qu'il y avait des gros problèmes lors des dernières élections. 51 jours après la réunion ordinaire de l'Assemblée nationale, plusieurs points doivent encore figurer dans l'ordre du jour. En tout, la semaine qui va venir doit être une semaine de décision pour les parlementaires. L'invasion acridienne n'est plus une menace. 26 millions de dollars en tout ont été alloués pour la mise en œuvre du programme de lutte anti-acridienne. Son effet sain ont été maîtrisés cette année, un résultat probant selon nos partenaires financiers. Le rapport de la FAO et du ministère de l'Agriculture sur le programme triennal en réponse de l'invasion acridienne a été présenté ce jour. Reportage de Hilda Snzo. Des hectares de rizières ont été préservés depuis le lancement de la lutte anti-acridienne. L'insécurité alimentaire n'est plus une menace, d'après le ministre de l'Agriculture. Le bilan du programme triennal en réponse des invasions acridiennes est positif. Actuellement, il y a une mission sur le terrain qui va évaluer les récoltes et notamment l'impact de la lutte anti-acridienne sur les récoltes. Et d'ici, avant la fin du mois d'août, nous serons en mesure de dire quel a été l'impact de cette lutte sur les récoltes. En vue de préserver l'écosystème, les techniciens ont aspergé uniquement des produits homologués. Les zones ont été également ciblées afin de limiter la détérioration de l'environnement. Pour le bilan pour la première campagne, il est satisfaisant. On a pu traiter, protéger plus d'1,2 million hectares dans l'aire d'invasion, dans l'aire grégarienne. Actuellement, on peut dire qu'on a gagné la bataille, mais la guerre continue parce qu'on se prépare maintenant pour la deuxième campagne. La campagne de lutte anti-acridienne continuera jusqu'au mois d'août prochain. 9 millions de dollars du budget prévisionnel est encore disponible pour la mise en œuvre de la campagne. Pour la campagne 2015-2016, un budget total de 3 millions de dollars sera nécessaire pour couvrir toutes les zones d'intervention. Les taureaux du 26 juin, faute de défilé militaire, la fête nationale, c'est aussi le Tulnumbi, une tradition bien malgache qui décline la corrida ou le rodéo, sauf qu'il s'agit de vaincre des taureaux à main nue ou de les chevaucher sans selle, ni bride, ni éperon. La commune de Mananjin attend le 26 juin dans l'impatience d'assister au spectacle du Tulnumbi. Les précisions de Zora Kotinjin. Ces habitants de Mananjin ne comptent pas sur les artistes pour animer leur 26 juin à eux. Les ébus suffisent pour faire foule et chauffer à blanc l'atmosphère. Bien avant la fête, les hommes se sont préparés pour la grande affaire du jour, le Tulnumbi. 12 taureaux ont été soigneusement choisis pour leur force et leur hargne pour être lancés contre les jeunes téméraires qui veulent défier leurs cornes, dompter des bêtes en furie, voire les terrasser. Spectacle sportif mais éminemment dangereux, le Tulnumbi se termine quelquefois par des morts et toujours des blessés. Le Tulnumbi est une tradition dans cette partie de la région. Comme Jean de Dieu, Zanatan de Mananjin, il pratique ce sport depuis 5 ans. D'après les responsables, le Tulnumbi est une tradition dans la région, une fête qu'on célébrait le jour de l'Alamadi. La pratique du Tulnumbi est née à l'époque du roi Ralamb, selon Randiana Soul Martin, l'organisateur. Il le pratiquait le jour de l'Alamad, jour d'anniversaire du roi. Pour cela, les habitants de Mananjin ont décidé de garder cette tradition à chaque fête nationale. Le premier but de cet événement est de réunir tous les habitants de Mananjin. Ils ont procédé également à une collecte d'argent en guise de cadeau pour les vétérans de plus de 70 ans. Cette année, ils étaient 40 dans cet homme de 80 ans qui ressasse le moment où l'on a proclamé l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Radonarvon Lucien revient en arrière. Le jour où le pays a obtenu son indépendance en juin, il habitait encore à Ndjavouang. Ce fut un moment inoubliable pour tous les Malgaches. Hommes et femmes ont participé au Tulnumbi, dont une femme qui s'est fait perforer le dos par un coup de corne. La fête s'est terminée par le partage de la viande des ébus. Les familles sont venues nombreuses pour la fête de la commune rurale de Mananjin.
Place aux actualités internationales. L'affaire de l'enlèvement des 3 adolescents israéliens. Les autorités israéliennes ont révélé l'identité de 2 suspects arrêtés et membres du Hamas selon les autorités. Le Hamas et le Fatah se sont récemment alliés au sein d'un gouvernement d'union nationale palestinienne. Le Premier ministre israélien appelle aujourd'hui le Fatah à mettre fin à cette alliance. Les recherches organisées par l'armée palestinienne se poursuivent pour retrouver les adolescents. Reportage de France 24. 2 semaines après l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens dans cette zone, toujours aucune trace d'eux. Des milliers d'hommes sont déployés pour les retrouver. C'est l'une des plus grandes manœuvres de Tsahal en Cisjordanie ces dernières années. L'armée nous autorise à filmer une unité de pisteurs bédouins au cœur de l'opération Gardien de nos frères. Ces soldats sont spécialisés dans la traque de suspects. Ça, ce sont des traces laissées par les pneus d'une voiture. Officiellement, l'état-major israélien affirme qu'il va ramener les 3 jeunes sains et saufs à la maison. En revanche, ces hommes n'excluent pas de trouver des corps. Nous retournons chaque pierre. Nous ne cherchons pas forcément des corps. Peut-être qu'ils ont caché quelque chose ici. Depuis le début de l'opération, des centaines de sites, y compris de nombreuses maisons palestiniennes, ont été passés en revue. Les fouilles se poursuivent dans des zones plus retranchées où les militaires soupçonnent le Hamas d'être actif. Il est écrit ici « Nous sommes les soldats de la résistance du Hamas ». Le commandant affirme avoir reçu une information concernant une cache dans ce secteur. Couvre-moi pendant que j'entre. Le groupe a découvert une cave transformée en tunnel. L'inspection se fait progressivement. Personne en vue, même si quelqu'un a visiblement passé du temps ici. Ça, c'est le travail du Hamas. Ils opèrent ainsi. Le gouvernement israélien continue d'accuser le parti islamiste d'être responsable de l'enlèvement des 3 adolescents. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas fourni la preuve de ce qu'il avance. Et pour clore ce journal, en France, l'assassinat d'Hélène Pastor, richissime monégasque, touche à son épilogue. Son gendre, consul honoraire à Monaco, est passé aux aveux. Ses motivations sont encore inconnues. France 24. Les enquêteurs ont obtenu ses aveux. La question est désormais pourquoi ? Pourquoi Wojciech Janowski est-il impliqué dans l'assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor ? L'homme de 64 ans, consul honoraire de Pologne à Monaco, avait pourtant une situation enviable. Chaque mois, Hélène Pastor versait 500 000 € au couple qu'il formait avec Sylvia Pastor, la fille d'Hélène. La milliardaire envisageait-elle de mettre fin à ces versements ? Ou Wojciech Janowski a-t-il agi par simple rancœur ? Car Hélène Pastor n'appréciait pas son gendre et le faisait savoir. À Monaco, où les affaires de Wojciech Janowski n'allaient pas très bien, il vivait dans cet immeuble avec sa compagne. Ce matin, les habitants qui le connaissaient sont surpris. On n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver de sa part. Gentil, agréable, où on pouvait échanger. Nous connaissons la famille Pastor depuis très longtemps. C'est très douloureux pour tout Monaco. Le scénario de l'assassinat se précise. Le masseur de Wojciech Janowski aurait servi d'intermédiaire avec les tueurs présumés. 2 hommes de 24 et 31 ans, vivant dans les quartiers nord de Marseille. Montant du contrat pour tuer Hélène Pastor, 140 000 €. Les tireurs, ici entourés de policiers, auraient aussi reçu la consigne d'abattre le chauffeur de la milliardaire pour brouiller les pistes. Sylvia Pastor, la fille d'Hélène, n'était semble-t-il au courant de rien. Elle est sortie de garde à vue sans qu'aucune charge n'ait pour l'instant été retenue contre elle. Tout de suite après ce journal, suivait la Team Mondiale 2014 et le magazine Mikuluev tient un débat portant sur la loi et les nouvelles lois régissant les collectivités territoriales décentralisées. Fin de cette édition, merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.